C'était une montagne d'acier, 72 000 tonnes de guerre pure. C'était le plus grand cuirassé jamais construit. Mais contre lui, non pas 1, non pas 10, mais 400 avions se sont envolés. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était un sacrifice. C'était le meurtre délibéré du Yamato. Mais ce géant était-il vraiment destiné à mourir? Ou son destin a-t-il été décidé bien avant que la première bombe ne tombe? C'est l'histoire d'un navire, d'une nation et d'une guerre qui a tout changé. L'océan a gardé ses secrets pendant des décennies. Maintenant, nous allons les découvrir. À quelle heure regardez-vous ceci? Le matin, l'après-midi ou le soir? Commentez ci-dessous. Avant de continuer, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à révéler les secrets les plus sombres de l'histoire. Cliquez sur s'abonner et j'aime dès maintenant. Nous étions en 1945. La Seconde Guerre mondiale brûlait ses dernières et plus intenses flammes. Partout dans le monde, les gens étaient fatigués de se battre. Mais dans l'océan Pacifique, la guerre était encore très féroce. Le Japon perdait lourdement. Tout le monde le savait. Leurs villes étaient bombardées chaque jour. Leurs usines étaient détruites. Leur peuple avait faim. La puissante marine japonaise, autrefois la terreur du Pacifique, était désormais presque anéantie. La plupart de ces grands navires gisaient au fond de la mer. Ces avions étaient rares et ces pilotes étaient jeunes et mal entraînés. Les forces américaines, en revanche, devenaient plus fortes. Elles avaient plus de navires, plus d'avions et plus de soldats que jamais. Elles avaient repoussé le Japon, île par île. Chaque île était un combat sanglant. Okinawa était la prochaine cible. Elle était très proche du Japon lui-même. Si les Américains prenaient Okinawa, ils pourraient lancer une attaque complète contre le Japon. La fin était proche, et les dirigeants japonais le savaient. Ils faisaient face à un choix terrible. Ils pouvaient se rendre, mais cela était considéré comme un grand déshonneur, où ils pouvaient se battre jusqu'à la toute dernière personne. Cela a conduit à un dernier plan désespéré. Ce n'était pas un plan de victoire. Toutes les personnes impliquées le savaient. C'était un plan pour la mort. C'était un sacrifice. Les Japonais croyaient qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Ils croyaient en une sorte d'honneur spécial. Même s'ils n'avaient aucun espoir de gagner, ils se battraient courageusement. C'était leur manière. Ce plan est né de cette forte conviction. C'était un dernier acte de défi désespéré. C'était une mission pour montrer au monde que le Japon n'abandonnerait pas facilement, même si cela coûtait la vie à des milliers de personnes, même si cela signifiait envoyer leur plus grand navire à sa perte. Voici le Yamato. Ce n'était pas juste un navire, c'était une légende, une forteresse flottante, 72 tonnes d'acier massif. C'était le plus grand cuirassé jamais construit. Les constructeurs ont commencé à travailler dessus en secret des années avant la guerre. Ils voulaient construire un navire sans pareil, un navire qui serait impossible à couler, un navire qui inspirerait la peur dans le cœur de tout ennemi. Son nom, Yamato, était un ancien nom du Japon lui-même. C'était un symbole de la puissance du Japon. Il était censé être intouchable.
Le Yamato était énorme. Imaginez un bâtiment de plusieurs étages, posé sur le flanc. C'était la longueur du Yamato. Son blindage était incroyablement épais. À certains endroits, il était aussi épais qu'un homme adulte est grand. Les bombes et les torpilles des autres navires étaient censés rebondir dessus. Rien ne pouvait l'arrêter. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ses canons principaux étaient les plus grands jamais montés sur un navire. C'étaient comme des canons géants. Chaque obus pesait autant qu'une petite voiture. Il pouvait en tirer ses obus sur des kilomètres et des kilomètres. Il pouvait toucher des navires si loin qu'on ne pouvait même pas les voir. Lorsque ces canons tiraient, tout le navire tremblait. Le son était comme le tonnerre, assourdissant et puissant. Des milliers d'hommes servaient sur le Yamato. Jeunes hommes âgés. Ils s'entraînaient dur. Ils croyaient en leur navire. Ils ressentaient une grande fierté de faire partie d'un si magnifique vaisseau. Ils mangeaient, dormaient et vivaient leur vie sur ce géant. Ils le maintenaient propre, ils le faisaient fonctionner. Ils s'entraînaient à leur poste de combat chaque jour. Ils étaient en presse à se battre. Ils croyaient sincèrement que le Yamato pouvait gagner n'importe quel combat. C'était l'arme ultime du Japon. Il a été construit pour gagner de grandes batailles contre de nombreux navires ennemis. Sa seule présence était censée effrayer les ennemis, mais le monde de la guerre évoluait rapidement. Le Yamato était une arme issue d'une ancienne façon de penser. La puissance aérienne, des avions décollant des porte-avions, était désormais la nouvelle reine des mers. Les sous-marins cachés sous l'œil constituaient également un grand danger. Le Yamato, malgré toute sa force, était désormais comme un dinosaure géant dans un monde de chasseurs plus rapides et plus intelligents. Les forces américaines étaient maintenant toutes très proches. Elles avaient débarqué à Okinawa. Cette île n'était qu'à 350 miles des îles principales du Japon. C'était une énorme invasion. De nombreux navires américains remplissaient les mers autour d'Okinawa. De nombreux avions volaient dans le ciel au-dessus. Ils se préparaient pour l'assaut final, une invasion directe du Japon. Les combats à Okinawa étaient terribles. Les deux camps se sont battus avec un courage extrême et de grandes pertes de vie. Mais les Américains continuaient d'avancer. Ils continuaient de gagner. C'est dans cette situation désespérée que le Yamato fut envoyé pour sa dernière mission. Cette mission fut appelée Opération Tengo. Le plan était simple, mais terrible. Le Yamato devait naviguer depuis le Japon directement vers Okinawa. Il aurait très peu de soutien. Seuls quelques navires plus petits l'accompagneraient. Il n'y aurait pas d'avion pour le protéger des airs. Et voici le pire, c'était une mission sans retour. Le navire n'avait reçu que suffisamment de carburant pour atteindre Okinawa. Il n'y avait pas de carburant pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il était destiné à atteindre Okinawa, à s'échouer sur le rivage et à devenir une forteresse géante et immobile. Ces énormes canons tireraient alors sur les troupes et les navires américains aussi longtemps que possible. Ils se battraient jusqu'à sa destruction. Ce n'était pas un secret. Les officiers et les hommes à bord le savaient. Ils comprenaient qu'ils allaient mourir. C'était une mission suicide pour un cuirassé. Imaginez savoir que vous naviguez vers votre mort. Quelles pensées vous viendraient à l'esprit? L'amiral Seiichi Ito était le commandant du Yamato. C'était un officier. Les hommes à bord ont dû ressentir un mélange de peur, de désespoir et d'une immense fierté. Ils allaient mourir pour leur pays. Ils allaient se battre jusqu'au bout. C'était leur
honneur, c'était leur sacrifice. Alors que le Yamato quittait son port d'attache, des gens regardaient depuis le rivage. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils regardaient leur gigantesque symbole de puissance s'éloigner, probablement pour la dernière fois. C'était un adieu triste et silencieux. Le soleil se leva le 7 avril 1945. Le Yamato était en mer. Son destin était scellé. Contre ce géant solitaire, 400 avions américains remplissaient le ciel. 400 minuscules points grossissaient de plus en plus. Ils étaient comme un essaim d'abeilles en colère, mais chaque abeille transportait des bombes ou des torpilles mortelles. L'énorme flotte d'avions avait décollé de nombreux porte-avions. Leur mission était claire, trouver le Yamato et le couler. Les Américains savaient que le Yamato était là. Leurs sous-marins et avions de reconnaissance l'avaient trouvé. Ils savaient qu'il se dirigeait vers Okinawa. Ils savaient qu'il fallait l'arrêter. L'air était rempli du rugissement des moteurs. Le soleil brillait sur les ailes de centaines d'avions. Des pilotes américains, jeunes hommes pleins de courage, volaient vers le cuirassé géant. Certains ressentaient de la peur, d'autres de l'excitation. Tous connaissaient le danger. Le Yamato était un navire lourdement armé. Ses canons anti-aériens pouvaient cracher des milliers d'obus par minute. Ils essayèrent d'abattre chaque avion. L'attaque commença par vagues. Les 400 avions ne vinrent pas tous en même temps. D'abord, quelques avions effectuèrent des reconnaissances cherchant des faiblesses. Ensuite, les attaques principales commencèrent. Vague après vague, les avions piquèrent du ciel. Ils venaient de toutes les directions. Certains étaient des bombardiers en piqué. Ils larguèrent leurs bombes et directement sur les ponts du Yamato. D'autres étaient des avions torpilleurs. Ils volèrent de bas au-dessus de l'eau, libérant leurs torpilles. Ces torpilles étaient comme de longs poissons en rapide, nageant pour frapper le flanc du navire sous la ligne de flottaison. Depuis le pont du Yamato, le ciel a dû paraître terrifiant. Il était rempli d'avions ennemis. L'air était épais de fumée provenant de ses propres canons. Des milliers d'obus anti-aériens explosaient dans le ciel autour du navire. Des balles traçantes, comme de brillantes traînées de lumière rouge, jaillissaient du navire. Le Yamato ripostait de toutes ses forces. Son équipage travaillait vite, rechargeant les canons, visant le flot incessant d'avions. Mais ils étaient trop nombreux. Les bombes frappaient le pont, déchirant l'acier. Des explosions déchiraient le navire. Des incendies se déclenchaient. Des parties du navire se brisaient. Les torpilles frappaient les flancs, profondément sous l'heure. Chaque explosion de torpille était comme un coup de marteau géant. L'eau s'engouffrait dans le navire. Le Yamato commença à gîter, à pencher d'un côté. L'équipage se battit courageusement. Les équipes de contrôle des avaries parcouraient le navire. Elles essayaient d'éteindre les incendies. Elles essayaient de sceller les zones endommagées. Elles essayaient de pomper l'eau. Mais les attaques continuaient. Il n'y avait pas de fin. Le navire subissait une quantité incroyable de dégâts. Il avait été construit pour être solide, pour encaisser les coups. Mais aucun navire ne pouvait résister à autant d'attaques. Un coup, puis un autre. 10 coups, puis 20. Chacun affaiblissant le géant. Les hommes, à l'intérieur, continuaient de se battre, même si leur monde tremblait et s'inclinait. Ils voyaient leurs amis tomber. Ils voyaient du feu et de la fumée partout le pays. 800 Yamato, autrefois intouchables, étaient lentement en train d'être détruits. Après des heures d'attaques brutales, la fin du Yamato approchait.
Le navire gîtait lourdement. Il ne pouvait plus rester droit. L'eau remplissait ses ponts inférieurs. Ses moteurs défaillissaient. Sa direction était cassée. C'était un géant mourant. Le capitaine, l'amiral Ito, savait que c'était fini. Il donna l'ordre. Abandonner le navire. Mais pour la plupart des membres d'équipage, il était trop tard. Beaucoup étaient montés piégés à l'intérieur de la coque endommagée. Beaucoup étaient blessés. Beaucoup ne purent s'échapper du navire en feu. Le grand navire commença à chavirer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Ces énormes canons, qui avaient jadis pointé fièrement vers le ciel, plongèrent maintenant dans l'océan. Les hommes qui purent sautèrent dans l'eau froide. Ils s'éloignèrent du monstre en train de couler. Mais alors, avec un rugissement terrifiant, le Yamato explosa. Ce fut une explosion massive. Ses principaux magasins de munitions, remplis de milliers d'obus géants, sautèrent. Une colonne de feu et de fumée s'éleva à des kilomètres dans le ciel. Cela ressemblait à un nuage en champignons. L'explosion fut si puissante qu'elle secoua les avions américains très au-dessus. Ce fut une onde de choc que l'on put ressentir à des kilomètres à la ronde. Quand la fumée se dissipa, le Yamato avait disparu. La mer était jonchée de débris et de corps. Plus de 2700 hommes périrent avec le navire. Sur un équipage de plus de 3300 personnes, seules quelques centaines survécurent. Ils furent secourus par les navires japonais plus petits qui avaient navigué avec le Yamato. Ils portaient le terrible souvenir de ce qu'ils avaient vu. Les pilotes américains, observant d'en haut, étaient en admiration. Ils n'avaient jamais vu une telle destruction. Ils avaient coulé le plus grand cuirassé de l'histoire. Le puissant Yamato n'était plus. Sa destruction était totale. Et la M hors du Yamato marqua un tournant. Ce ne fut pas seulement la fin d'un navire. Ce fut la fin d'une ère. L'âge des cuirassés géants était terminé. Pendant des centaines d'années, les cuirassés avaient été les rois de l'océan. C'étaient les armes les plus puissantes. Mais le naufrage du Yamato prouva qu'il ne pouvait survivre face à la puissance aérienne moderne. Un seul navire, aussi grand ou puissant soit-il, ne pouvait se défendre contre des centaines d'avions. La puissance aérienne régnait désormais sur les mers. Les porte-avions, avec leur flotte d'avions, devinrent les navires les plus importants. Ils pouvaient projeter leur puissance de loin. Ils pouvaient attaquer un ennemi sans s'approcher. Ce fut une leçon coûteuse, apprise dans le sang. Les marines du monde entier ont examiné le destin du Yamato. Elles ont modifié leur conception. Elles se sont concentrées sur la défense aérienne. Elles ont construit plus de porte-avions. Le navire de guerre du futur est né des cendres du Yamato. La mort du Yamato a également montré le profond désespoir du Japon. Elle n'a pas arrêté l'invasion américaine d'Okinawa. Elle n'a pas changé l'issue de la guerre. Ce fut un dernier acte de défi tragique, un symbole de la détermination d'une nation, même face à une défaite écrasante. Alors, que retient l'histoire du Yamato? Était-ce un héros, combattant courageusement jusqu'à la fin, ou était-ce une erreur tragique, un symbole d'une guerre déjà perdue? Pour beaucoup au Japon, le Yamato reste un symbole de courage et de sacrifice. Il représente l'esprit combatif de leur nation. Il leur rappelle les hommes qui ont donné leur vie. Pour d'autres, c'est un monument à un terrible gaspillage de ressources et de vies humaines. C'était une super arme construite pour une ancienne guerre, envoyée pour une mission sans espoir. Qu'en pensez-vous?
Auriez-vous osé naviguer sur le Yamato? Ce n'était pas seulement une bataille, c'était un sacrifice, c'était la fin d'une ère. Si cette histoire de courage et de futilité vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant dès maintenant. Et dites-moi en commentaire quelle autre histoire de super armes secrètes ou de héros oubliés vous souhaitez que je révèle ensuite. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre pour plus d'histoires cachées. Nous étions en 1945. La Seconde Guerre mondiale brûlait ses dernières et plus intenses flammes. Partout dans le monde, les gens étaient fatigués de se battre. Mais dans l'océan Pacifique, la guerre était encore très féroce. Le Japon perdait lourdement. Tout le monde le savait. Leurs villes étaient bombardées chaque jour. Leurs usines étaient détruites. Leur peuple avait faim. La vie au Japon était un combat quotidien. La nourriture était rare et les raids de bombardement étaient constants. Pourtant, le gouvernement japonais exhortait son peuple à se battre jusqu'au bout. Il parlait de honneur et de sacrifice. La puissante marine japonaise, autrefois la terreur du Pacifique, était désormais presque anéantie. La plupart de ces grands navires gisaient au fond de la mer. Ces avions étaient rares et ces pilotes étaient jeunes et mal entraînés. La nation était à son point de rupture, mais ses dirigeants ne se rendraient pas facilement. Ils croyaient que abandonner était une grande honte. Les forces américaines, en revanche, devenaient plus fortes. Elles avaient plus de navires, plus d'avions et plus de soldats que jamais. Elles avaient repoussé le Japon, île par île. Chaque île était un combat sanglant. Okinawa était la prochaine cible. Elle était très proche du Japon lui-même. Prendre Okinawa était vital pour les Américains. Cela leur donnerait une base à partir de laquelle lancer une attaque complète contre le Japon. La fin était proche. Les Dirik et Hans japonais le savaient. Ils faisaient face à un choix terrible. Ils pouvaient se rendre, mais cela était considéré comme un grand déshonneur, où ils pouvaient se battre jusqu'à la toute dernière personne. Cela a conduit à un dernier plan désespéré. Ce n'était pas un plan de victoire. Toutes les personnes impliquées le savaient. C'était un plan pour la mort. C'était un sacrifice. Les Japonais croyaient qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Ils croyaient être en une sorte d'honneur spécial. Même s'ils n'avaient eu aucun espoir de gagner, ils se battraient courageusement. C'était leur manière. Ce plan est né de cette forte conviction. C'était un dernier acte de défi désespéré. C'était une mission pour montrer au monde que le Japon n'abandonnerait pas facilement, même si cela coûtait la vie à des milliers de personnes, même si cela signifiait envoyer leur plus grand navire à sa perte. L'esprit du Bushido, le code du guerrier, exigeait cette dévotion extrême. Voici le Yamato. Ce n'était pas juste un navire, c'était une légende, une forteresse flottante, 72 000 tonnes d'acier massif. C'était le plus grand cuirassé jamais construit. Les constructeurs ont commencé à travailler dessus en secret des années avant la guerre. Ils voulaient construire un navire sans pareil. Ils ont gardé ces plans secrets du monde entier. Même les quais où il a été construit étaient recouverts d'énormes écrans. Ces écrans étaient destinés à cacher le navire au regard indiscret. Ils voulaient choquer le monde par sa puissance. L'existence même du Yamato était un immense secret. C'était un symbole de la confiance du Japon. Un navire qui serait impossible à couler. Un navire qui inspirerait la peur dans le cœur de tout ennemi. Son nom, Yamato, était un ancien nom du Japon lui-même. C'était un symbole de la puissance du Japon. Il était censé être
intouchable. Le Yamato était énorme. Imaginez un bâtiment de plusieurs étages posé sur le flanc. C'était la longueur du Yamato. Si on le mettait debout, il serait plus grand que la Statue de la Liberté. Il était beau et presque aussi long que 3 terrains de football. Sa taille était destinée à effrayer les adversaires, rien que par sa présence. Son blindage était incroyablement épais. À certains endroits, il était aussi épais qu'un homme adulte et grand. Les bombes et les torpilles des autres navires étaient censés rebondir dessus. Rien ne pouvait l'arrêter. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ce blindage n'était pas juste du métal. C'étaient des couches d'acier spéciales conçues pour absorber les coups. Ces canons principaux étaient un les plus grands jamais montés sur un navire. C'étaient comme des canons géants. Il y en avait 9, chacun une tour d'acier. Chaque obus pesait autant qu'une petite voiture, environ 1450 kg. Il pouvait attirer ces obus sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à 42 km de distance. Il pouvait si toucher des navires si loin qu'on ne pouvait même pas les voir. Lorsque ces canons tiraient, tout le navire tremblait. Le son était comme le tonnerre, assourdissant et puissant. L'éclair de la gueule du canon était énorme, illuminant le ciel. Des milliers d'hommes servaient sur le Yamato. Jeunes hommes âgés. Ils s'entraînaient dur. Ils croyaient en leur navire. Ils ressentaient une grande fierté de faire partie d'un si magnifique vaisseau. Ils mangeaient, dormaient et vivaient leur vie sur ce géant. Beaucoup d'entre eux avaient rejoint la marine à cause de la légende du Yamato. Ils le maintenaient propre. Ils le faisaient fonctionner. Ils s'entraînaient à leur poste de combat chaque jour. Ils connaissaient chaque partie de l'énorme navire. Ils étaient pris à se battre. Ils croyaient sincèrement que le Yamato pouvait gagner n'importe de quel combat. C'était l'arme ultime du Japon. Il a été construit pour gagner de grandes batailles contre de nombreux navires ennemis. Sa seule présence était censée effrayer les ennemis. Mais le monde de la guerre évoluait rapidement. Le Yamato était une arme issue d'une ancienne façon de penser. Sa puissance résidait dans ses canons lourds et son blindage épais. C'est ainsi que les batailles navales étaient menées pendant des centaines d'années. Mais la technologie avait progressé. La puissance aérienne, des avions décollant des porte-avions, était désormais la nouvelle reine des mers. Ces avions pouvaient attaquer de loin, sans risquer le porte-avions lui-même. Les sous-marins cachés sous l'eau constituent. C'est dans cette situation désespérée que le Yamato fut envoyé pour sa dernière mission. Cette mission fut appelée Opération Tengo. Le haut commandement japonais s'était violemment disputé à ce sujet. Certains officiers disaient que c'était inutile, un gaspillage de ressources et de vies précieuses. Mais les traditionalistes, ceux qui valorisaient l'honneur par-dessus tout, insistèrent sur ce dernier grand geste. Le plan était simple mais terrible. Le Yamato devait naviguer depuis le Japon, directement vers Okinawa. Il aurait très peu de soutien. Seuls quelques navires plus petits l'accompagneraient. Il n'y aurait pas d'avion pour le protéger des airs. C'était une faille critique, car la couverture aérienne était vitale dans la guerre navale moderne. Et voici le pire. C'était une mission sans retour. Le navire n'avait reçu que suffisamment de carburant pour atteindre Okinawa. Il n'y avait pas de carburant pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il était destiné à atteindre Okinawa, à s'échouer sur le rivage et à devenir une forteresse géante et immobile. Ces énormes canons tireraient alors sur les troupes et les navires américains aussi longtemps que possible. Ils se battraient jusqu'à sa destruction. Ce n'était pas un secret. Les officiers et les hommes à bord le savaient. Ils comprenaient
qu'ils allaient mourir. C'était une mission suicide pour un cuirassé. Imaginez savoir que vous naviguez vers votre mort. Quelle pensée vous viendrait à l'esprit? Serait-ce la peur, la colère ou un sentiment de devoir implacable? L'amiral Seiichi Ito était le commandant du Yamato. C'était un officier courageux et loyal. Il savait que la mission était sans espoir. Il s'y était même opposé, disant que c'était un gaspillage. Mais il connaissait aussi son devoir. Il accepta l'ordre. Il savait qu'il menait des milliers d'hommes à leur perte. Le poids de cette décision a dû être là, au-dessus sur son âme. Il a dû donner l'ordre de partir, sachant ce qui les attendait. Il a réuni ses officiers et a calmement expliqué la mission. Il n'y avait aucun espoir de victoire, seulement un combat jusqu'à la fin glorieuse. Les hommes à bord ont dû ressentir un mélange de peur, de désespoir et d'une immense fierté. Ils allaient mourir pour leur pays. Ils allaient se battre jusqu'au bout. C'était leur honneur. C'était leur sacrifice. Certains ont écrit leurs dernières lettres à la maison, sachant qu'ils ne reverraient jamais leur famille. Ils ont préparé leur navire pour son dernier voyage. Alors que le Yamato quittait son port d'attache, Kurei, des gens regardaient depuis le rivage. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils regardaient leur gigantesque symbole de puissance s'éloigner, probablement pour la dernière fois. C'était un adieu triste et silencieux. Pas de clameur, pas de célébration. Juste un chagrin silencieux. Le soleil se leva le 7 avril 1945. Le Yamato était en mer. Son destin était scellé. Contre ce géant solitaire, 400 avions américains remplissaient le ciel. 400 minuscules points grossissaient de plus en plus. Ils étaient comme un essaim d'abeilles en colère, mais chaque abeille transportait des bombes ou des torpilles mortelles. Ces avions provenaient de nombreux porte-avions, faisant partie de la puissante Task Force 58 américaine. Les Américains avaient d'excellents renseignements. Leurs sous-marins et avions de reconnaissance avaient trouvé le Yamato. Ils savaient qu'il se dirigeait vers Okinawa. Ils savaient qu'il devait être arrêté à tout prix. L'air était rempli du rugissement des moteurs. Le soleil brillait sur les ailes de centaines d'avions. Des pilotes américains, jeunes hommes pleins de courage, volaient vers le cuirassé géant. Certains ressentaient de la peur, d'autres de l'excitation. Tous connaissaient le danger. Le Yamato était un navire lourdement armé. Ses canons anti-aériens pouvaient cracher des milliers d'obus par minute. Ils essaieraient d'abattre chaque avion. Les pilotes américains avaient été briefés sur la robustesse légendaire du Yamato. Ils savaient que le combat serait difficile. Ils devaient frapper le cuirassé de nombreuses fois pour le couler. Leur plan était d'attaquer par vagues, depuis différentes directions, pour dérouter les artilleurs japonais. Ils visaient des zones critiques, le pont, les batteries antiaériennes et surtout la coque sous la ligne de flottaison. L'attaque commença par vagues. Les 400 avions ne vinrent pas tous en même temps. D'abord, quelques avions effectuèrent des reconnaissances, cherchant des faiblesses. Ils attirèrent le feu, révélant les défenses japonaises. Ensuite, les attaques principales commencèrent. Vague après vague, les avions piquèrent du ciel. Ils venaient de toutes les directions. Certains étaient des bombardiers en piqué. Ces avions volaient en haut, puis pointaient leur nez droit vers le bas. Ils larguèrent leurs bombes directement sur les ponts du Yamato. Les pilotes visaient les pointes les plus vulnérables, d'autres étaient des avions torpilleurs. Ils volèrent bas au-dessus de l'heure, libérant leurs torpilles. Ces torpilles étaient comme de longs poissons rapides.
nageant pour frapper le flanc du navire sous la ligne de flottaison. Frapper sous la ligne de flottaison était ici essentiel pour couler un navire. Depuis le pont du Yamato, le ciel a dû paraître terrifiant. Il était rempli d'avions ennemis. L'air était épais de fumée provenant de ses propres canons. Des milliers d'obus anti-aériens explosaient dans le ciel autour du navire. Des balles traçantes, comme de brillantes traînées de lumière rouge, jaillissaient du navire. C'était un spectacle pyrotechnique de mort. Le Yamato ripostait de toutes ses forces. Son équipage travaillait vite, rechargeant les canons, visant le flot incessant d'avions. Le navire tremblait constamment sous ses propres tirs et sous les explosions ces nuits. L'air sur le pont était épais de fumée de cordite et d'odeur de métal brûlé. Mais il y avait trop d'avions. Les vagues américaines continuaient d'arriver implacables et écrasantes. Les bombes frappaient le pont, déchirant l'acier. Des explosions déchiraient le navire. Des incendies se déclenchaient. Des parties du navire se brisaient. Des hommes étaient projetés de leurs pieds. Les torpilles frappaient les flancs, profondément sous l'éche. Chaque explosion de torpille était comme un coup de marteau géant. L'eau s'engouffrait dans le navire. Le Yamato commença à gîter, à pencher d'un côté. L'équipage se battit courageusement. Les équipes de contrôle des avaries parcoururent le navire dans des compartiments sombres et inondés. Elles essayaient d'éteindre les incendies. Elles essayaient de sceller les zones endommagées. Elles essayaient de pomper l'eau. C'était une course contre la montre, une lutte désespérée pour la survie. Mais les attaques continuaient. Il n'y avait pas de fin. Le navire subissait une quantité incroyable de dégâts. Il avait été construit pour être solide, pour encaisser les coups. Mais aucun navire ne pouvait résister à autant d'attaques. Un coup, puis un autre. 10 coups, puis 20. Chacun affaiblissant le géant. Les hommes, à l'intérieur, continuaient de se battre, même si leur monde tremblait et s'inclinait. Ils voyaient leurs amis tomber. Ils voyaient du feu et de la fumée partout. Le puissant Yamato, autrefois intouchable, était lentement en train d'être détruit. Les heures passèrent. Le soleil monta plus haut. Le Yamato devint une épave flottante. Ses canons anti-aériens, autrefois si féroces, se turent lentement. De plus en plus d'avions américains réussirent des coups directs. Le poids colossal de métal et de feu déversé sur le Yamato était trop important pour que même le plus grand cuirassé puisse le supporter. Après des heures d'attaques brutales, la fin du Yamato approchait. Le navire gîtait lourdement. Il ne pouvait plus rester droit. L'œil remplissait ses ponts inférieurs. Ses moteurs défaillaient, sa direction était cassée. C'était un géant mourant. L'amiral Ito, sachant qu'il n'y avait plus d'espoir, ordonna d'amener le pavillon du navire. Le capitaine, l'amiral Ito, savait que c'était fini. Il donna l'ordre d'abandonner le navire. Mais pour la plupart des membres d'équipage, il était trop tard. Beaucoup étaient piégés à l'intérieur de la coque endommagée. Beaucoup étaient blessés. Beaucoup ne purent s'échapper du navire en feu. Les ponts étaient un désordre chaotique de fumée, de feu et de débris qui tombaient. Seuls ceux qui se trouvaient sur les ponts supérieurs, les plus proches de la mer, avaient une chance. Le grand navire commença à chavirer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Ces énormes canons, qui avaient jadis pointé fièrement vers le ciel, plongeaient maintenant dans l'océan. Les hommes qui purent sautèrent dans l'eau froide. Ils s'éloignèrent du monstre en train de couler
essayant d'échapper à ses derniers soubresauts de mort. Mais alors, avec un rugissement terrifiant, le Yamato explosa. Ce fut une explosion massive. Ses principaux magasins de munitions, remplis de milliers d'obus géants, sautèrent. Une colonne de feu et de fumée s'éleva à des kilomètres dans le ciel. Cela ressemblait à un nuage en champignons, un symbole terrifiant de destruction ultime. L'explosion fut si puissante qu'elle secoua les avions américains très au-dessus. Ce fut une onde de choc que l'on put ressentir à des kilomètres à la ronde. C'était le son le plus fort que beaucoup de pilotes n'aient jamais entendu. Le puissant cuirassé fut déchiré de l'intérieur. Quand la fumée se dissipa, le Yamato avait disparu. La mer était jonchée de débris et de corps. Plus de 7 l'homme périrent avec le navire. Sur un équipage de plus de 300 personnes, seules quelques centaines survécurent. Ils luttaient dans l'eau, couverts de pétrole, attendant les secours. Beaucoup étaient gravement brûlés ou blessés. Ils furent secourus par les navires japonais plus petits qui avaient navigué avec le Yamato. Ces navires, eux aussi, avaient été endommagés, mais se portèrent courageusement au secours pour sauver les quelques vies qu'ils purent. Ils portaient le terrible souvenir de ce qu'ils avaient vu. Les pilotes américains, observant d'en haut, étaient en admiration. Ils n'avaient jamais vu une telle destruction. Ils avaient coulé le plus grand cuirassé de l'histoire. Le puissant Yamato n'était plus. Sa destruction était totale. La mort du Yamato marqua un tournant. Ce ne fut pas seulement la fin d'un navire, ce fut la fin d'une ère. L'âge des cuirassés géants était terminé. Pendant des centaines d'années, les cuirassés avaient été les rois de l'océan. C'étaient les armes les plus puissantes. Les cuirassés, comme le Yamato, nécessitaient d'énormes quantités d'acier, de carburant et de main-d'œuvre pour être construits et exploités. Mais le naufrage du Yamato prouva qu'il ne pouvait survivre face à la puissance aérienne moderne. Un seul navire, aussi grand ou puissant soit-il, ne pouvait se défendre contre des centaines d'avions. Cette leçon s'était développée depuis l'attaque de Pearl Harbor et la bataille de Midway, où les porte-avions avaient montré leur véritable force. La puissance aérienne régnait désormais sur les mers. Les porte-avions, avec leur flotte d'avions, devinrent les navires les plus importants. Ils pouvaient projeter leur puissance de loin. Ils pouvaient attaquer un ennemi sans s'approcher. Ce fut une leçon coûteuse, apprise dans le sang. Les énormes ressources dépensées pour les cuirassés étaient désormais considérées comme un gaspillage. Les marines du monde entier ont examiné le destin du Yamato. Elles ont modifié leur conception. Elles se sont concentrées sur la défense aérienne. Elles ont construit plus de porte-avions. Le navire de guerre du futur est né des cendres du Yamato. Il prouva que le nombre, la vitesse et la portée aérienne étaient plus importants que la simple taille du blindage et des canons. La mort du Yamato a également montré le profond désespoir du Japon. Elle n'a pas arrêté l'invasion américaine d'Okinawa. Elle n'a pas changé l'issue de la guerre. Ce fut un dernier acte de défi tragique, un symbole de la détermination d'une nation, même face à une défaite écrasante. C'était le cri désespéré d'une nation fière face à sa fin. Alors, que retient l'histoire du Yamato? Était-ce un héros, combattant courageusement jusqu'à la fin, ou était-ce une erreur tragique, un symbole d'une guerre déjà perdue? Pour beaucoup, au Japon, le Yamato reste un symbole de courage et de sacrifice. Il représente l'esprit combatif de leur nation. Il leur rappelle les hommes qui ont donné leur vie.
des mémoriaux et des musées au Japon maintiennent son histoire vivante, honorant ceux qui ont navigué à son bord. Pour d'autres, c'est un monument à un terrible gaspillage de ressources et de vies humaines. C'était une super arme construite pour une ancienne guerre, envoyée pour une mission sans espoir. C'était un pari destiné à échouer, coûtant des milliers de vies sans aucun gain stratégique. Le navire lui-même est devenu le symbole de la fierté mal placée d'une nation et d'une pensée militaire dépassée. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous osé naviguer sur le Yamato, oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était un sacrifice, c'était la fin d'une ère. Si cette histoire de courage et de futilité vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant. Puis dès maintenant, et dites-moi en commentaire quelle autre histoire de super armes secrètes ou de héros oubliés vous souhaitez que je révèle ensuite. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre pour plus d'histoires cachées.